Notre invité pour en parler ce matin, c'est David Rigoulet-Rose. Bonjour, vous êtes Bonjour. chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. On a donc cet accord annoncé par Donald Trump qui dit que le pétrole va bientôt couler à flot. Il reste quand même pas mal de points. L'un des plus gros points qui reste à négocier, ce qu'il semble qu'il soit dans les prochains mois, c'est le nucléaire. On n'a pas avancé sur cette question-là. Ah, c'est le gros morceau, hein, évidemment. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le dit accord, dont on n'a pas encore les termes précis, faut quand même le rappeler, même si a priori il va être signé, mais il faut être très prudent sur le détail du protocole d'accord. D'ailleurs, que c'est pas un accord, c'est un protocole d'accord. Il y a effectivement la question nucléaire qui, en fait, ça a été séquencé en deux parties, manifestement, avec une première partie relative à Hormuz. Évidemment, tout le monde a les yeux fixés sur Hormuz pour les raisons évidentes. Et puis une seconde partie sur le nucléaire dans le cadre des 60 jours qui ont été programmés. Hormuz, d'abord, arrêtons-nous là-dessus. Quand Donald Trump dit vendredi, en gros, ça rouvre d'un coup, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont optimistes en disant il y a des bateaux qui attendent, allez hop, c'est parti, ou ceux qui disent ça va être très long pour une remise en place? De toute façon, la fluidité telle qu'on l'a connue, ça va être très long. À supposer d'ailleurs qu'une fluidité, qu'on retrouve la même fluidité, puisqu'il y a encore deux narratifs qui se télescopent. Les Iraniens, l'agence Merck qui est l'agence iranienne, dit que de toute façon, on ne reviendra pas du tout à la situation hantée et qu'il y aura un système de prélèvement, de taxation. Pour les Américains, c'est hors de question. Donc il faut attendre justement les termes, parce que normalement, qui dit réouverture dit point d'interrogation sur les modalités de la réouverture. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait déjà des bateaux qui passaient avant même, puisque le président Donald Trump a évoqué le fait qu'il y avait plus de 100 millions de barils qui étaient sortis. Il y avait des bateaux qui arrivaient à sortir. Il y avait un relatif flux, mais rien à voir avec ce qu'il y avait au début, puisque c'était au début, avant la guerre, à peu près 120 navires, 130 navires par jour. Donc on va voir vendredi, puisque effectivement, vendredi, c'est le moment où est supposé se faire cette réouverture, avec une levée attendue par les Iraniens, et c'est pas un hasard, du contre-blocus américain. Mathilde. Et parmi les autres angles morts de cet accord, il y a aussi les proxys iraniens. Pour le moment, il n'y a rien qui indique que l'Iran devrait diminuer son soutien à ces proxys qui déstabilisent la région. Oui, c'est ce qui va évidemment contrarier tout particulièrement Benjamin Netanyahou, puisqu'il y a deux points. Il y a les proxys, ce que vous évoquez, avec le Hezbollah. On a vu évidemment la tension ces dernières 24 heures entre Israël et le Hezbollah au Liban. Et puis la question des missiles. Le fait de brider effectivement la portée des missiles, semble-t-il, c'est pas un paramètre prévu par le protocole d'accord qui est en fait axé sur les deux points qu'on a évoqués, à savoir Hormuz et le nucléaire. Oui, et le nucléaire dans lequel on dit qu'on va commencer à discuter en fait. Ouais, alors donc c'est un protocole d'accord pour un accord futur, quoi. C'est pour ça qu'on dit souvent le diable est dans les détails. Dans un protocole d'accord, il n'y a pas de détails. A priori, il y a les grands paramètres qui amènent à discuter sur les détails à la fois politiques et techniques. Et là, on retrouve le point central qui est la question du dégel des fonds. Et là aussi, il y a des narratifs qui se télescopent, puisque les Iraniens disent, en tout cas certaines agences de presse liées aux gardiens de la Révolution, de toute façon, il y a un dégel d'emblée sur les 24 milliards attendus, de au moins 12 milliards en préalable. Du côté américain, on dit pas question. Tout simplement parce que c'est le levier, et donc on va dire c'est un déblocage au résultat, selon les termes des négociateurs américains. 24 milliards, c'est aux États-Unis, parce qu'il y a eu un communiqué de la part de 3 Européens, dont France et Royaume-Uni et Allemagne, a priori, qui dit qu'eux pensent à lever des sanctions. On parle de quoi, là ? Ça, c'est la question des sanctions qui ont été rétablies par le snapback en fin 2025. C'est-à-dire, il y a les sanctions internationales et les sanctions américaines. C'est pas les mêmes, elles se cumulaient là en l'occurrence. Mais tout ça sera conditionné. De toute façon, on voit bien qu'il y a une logique transactionnelle et contractuelle qui est plus ou moins explicite. L'autre question, c'est Benjamin Netanyahou, Mathilde. Oui, en fait, est-ce que cet accord peut se faire contre la volonté de Benjamin Netanyahou? Largement, en Israël, ce protocole d'accord est vu d'un mauvais œil. Oui, et on oublie souvent de rappeler que c'est pas le propre uniquement de la frange de la droite ou de l'extrême droite israélienne. C'est toute la société israélienne qui est autour de cette question du Hezbollah.
qui reproche à Netanyahou de ne pas avoir trouvé une solution pour régler la question du désarmement du Hezbollah. Et donc c'est un sujet très sensible puisqu'il y a les élections en Israël qui se profilent évidemment, et Netanyahou évidemment est obligé de tenir compte, quoi qu'il en dise, de ce que va lui dire Trump. Or Trump est dans de moins bonnes dispositions vis-à-vis de Benjamin Netanyahou aujourd'hui parce qu'il veut absolument que l'accord soit finalisé et que ça soit pas hypothéqué par, on va dire, une politique israélienne particulière. Mais c'est un jeu entre les deux, où vous pensez vraiment qu'il y a une rupture là entre Trump et Netanyahou? Non, c'est pas une rupture. Il y a une scénographie, il y a un jeu, on surjoue, on va dire. Mais sur le fond, il y a quand même des divergences qui sont avérées. C'est-à-dire que les Iraniens voulaient aller initialement jusqu'au changement de régime à Téhéran, ce qui n'était pas Les Israéliens voulaient aller jusqu'au changement de régime. Les Israéliens voulaient aller jusqu'au changement de régime, ce qui n'était pas le cas des Américains. Ouais. Et on le voit aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une divergence stratégique qui se dessine. Et la question du front libanais est importante puisque les Iraniens ont tenu absolument à le faire figurer justement dans le protocole d'accord. Et ils sont en capacité, les Iraniens, vraiment de dire au Hezbollah, vous arrêtez ou ah oui, le Hezbollah a une certaine autonomie? Non, le Hezbollah, c'est pas comme les Houthis. Le Hezbollah est obligé de suivre la ligne de Téhéran. Ce qui est intéressant, c'est que, on va voir, mais Téhéran avait dit qu'il réagirait à la frappe israélienne sur Beyrouth. Et semble-t-il, ça ne sera pas le cas à la demande des États-Unis, mais aussi par intérêt bien compris pour éviter d'hypothéquer la signature vendredi. Il y a un baril de pétrole là qui chute quand même très largement. Alors, je ne sais pas si on va retrouver les $60 comme on avait, mais on est quand même à $83. Ça s'est largement détendu. Cette attente américaine aussi très forte du côté des prix du pétrole et des promesses de Donald Trump. Là, il est quand même de plus en plus acculé. On se rapproche des mi-termes. Oui, et donc il y a une anticipation effectivement des attendus de l'accord. Et il va pouvoir présenter ça comme un succès, puisqu'il y a la question de l'inflation aux États-Unis, le prix du gallon à plus de $4. Et donc on voit les formulations qu'il emploie, très emphatiques, en disant voilà, le pétrole va couler à flot, l'inflation va baisser, et on va retrouver la situation. Bon, on n'ira pas vraisemblablement à un pétrole à $60, c'est peu probable. En revanche, effectivement, ça permet de tasser les prix vers le bas. Mathilde ? Là, depuis les annonces de cet accord, il y a de nouveaux méthaniers qui se dirigent quand même vers le détroit d'Ormuz et la situation commence effectivement à se débloquer quand même. Oui, c'était déjà partiellement le cas. Hein. J'ai évoqué le fait qu'il y avait des bateaux qui sortaient et que ça avait été rendu public d'ailleurs par Donald Trump. Mais évidemment, il n'y avait pas la fluidité initiale qui permet d'irriguer, on va dire, l'économie mondiale. C'est ce qui est attendu par tous les opérateurs financiers et par les armateurs, bien sûr. La question, elle va être sur justement les modalités de réouverture. Et là, on retrouve les Européens, parce qu'il y aura la question du déménage, éventuellement, justement, et l'initiative franco-britannique maritime qui avait dit qu'il serait prêt à intervenir dès lors qu'il y aurait un accord qui garantirait un minimum de sécurité pour opérer dans la zone. Ça pourrait sortir du G7, ça tombe bien. Oui, ça coïncide évidemment et on peut penser que ça sera un des points cruciaux de la discussion entre Donald Trump et les Européens. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.